Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir. Marie-Roger Biloa, directrice générale d'Africa International Media Group et réalisatrice du documentaire Où va le Cameroun, disponible désormais sur YouTube. On y reviendra. Marie-Roger. Fabrice Rousselot également avec nous ce soir. Bonsoir Fabrice. Journaliste spécialiste des questions internationales. Et puis CAC, dessinateur et président de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous également. Au sommaire ce soir, toujours aucune nouvelle concernant le ou la successeur de Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron a réuni en tout cas cet après-midi les chefs de parti hors Rassemblement National et hors LFI. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que le futur Premier ministre ne sera pas issu de la gauche. La dissolution est par ailleurs écartée. Il y a en tout cas urgence de sortir de cette crise politique avec ce rendez-vous de lundi prochain, la présentation du budget en Conseil des ministres. Au Proche-Orient, le cessez-le-feu bel et bien en vigueur entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne s'est retirée de certains secteurs de la bande de Gaza, mais conserve toujours le contrôle sur un peu plus de 50% du territoire. Ce retrait a permis à des dizaines de milliers de Gazaouis de retourner vers le nord, même si l'enclave est largement anéantie. Et puis le lancement de la campagne pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat. Le scrutin du 25 octobre semble jouer d'avance. Les candidatures des 2 principaux opposants, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien directeur général du Crédit Suisse Tidjane Thiam, ayant été rejetées. On évoquera également ce soir la présidentielle de dimanche au Cameroun où Paul Biya brigue un 8e mandat à l'âge de 92 ans. Et on commence donc cette semaine dans le monde, évidemment, par la politique ici en France, à l'issue d'une semaine politique complètement folle. Démission tout d'abord de Sébastien Lecornu en début de semaine, quelques heures après avoir annoncé son nouveau gouvernement. Mission flash ensuite du Premier ministre démissionnaire mandaté par Emmanuel Macron pour des négociations de la dernière chance. Et puis aujourd'hui, réunion des chefs de parti à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Et depuis, je vous le disais, on est toujours dans l'attente de la décision du président de la République concernant le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre. Il ou elle ne sera pas, en tout cas, issu de la gauche. Écoutez tour à tour Marine Tondelier des écologistes et Olivier Faure, premier secrétaire du PS à l'issue de cette réunion. Nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement. Comment interprétez-vous le fait que quand vous en êtes là, vous ne soyez même pas capable de faire demi-tour, de vous remettre en question et de voir comment vous pourriez faire différemment? Ils sont incapables, en fait, de se remettre en question, incapables de faire quelques bougées que ce soit, alors que ça bouge chez eux. Gabriel Attal, il a bougé, Agnès Pannier-Runacher a bougé, Éric Dupond-Moretti a bougé, Elisabeth Borne a bougé. On a l'impression que plus il est seul, plus il se rigidifie sur sa position initiale. Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'État. Aucune. Il a simplement évoqué le fait qu'on pourrait reculer la mise en œuvre de la réforme des retraites, ce qui n'est pas notre demande. Nous avons demandé la suspension de la réforme des retraites, à la fois l'âge légal et le nombre de trimestres cotisés. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réponse, je le répète. Ziad, on vient de l'entendre, la gauche est extrêmement déçue. C'est quoi les scénarios, les options qui restent sur la table à présent? Dieu seul le sait. Je sais pas, on va demander. En fait, la quadrature du cercle depuis la démission du Premier ministre, c'est toujours la même. C'est-à-dire que les lignes n'ont pas bougé. Il y a eu un suspense qui était de savoir est-ce qu'on allait dissoudre l'Assemblée pour la 2e fois. Je pense que ça a été un scénario qui, à un moment, a été envisagé même par le président, qui a dû avoir envie aussi peut-être de régler des comptes avec certains de ses amis. Là, a priori, c'est écarté. A priori, c'est écarté. A priori, parce que si on n'a pas de solution... on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre. On n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre ou d'y revenir dans un mois ou dans 2 mois. Ce qui est quand même... Je pense, en essayant de se mettre un tout petit peu de l'extérieur, ce qui est quand même absolument incroyable, moi je trouve, c'est le ton. C'est la violence des mots, ils sont nuls, il est nul, ils sont nuls. Les Allemands, j'ai vu un papier passer aujourd'hui, les Allemands sont... c'est pas une démocratie molle, l'Allemagne. Ils sont surpris par la tonalité qu'on utilise dans le langage politique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux qui sont des vrais enjeux, qui devraient être partagés, qu'on ne soit pas d'accord sur tel ou tel point.
c'est possible, mais qu'on ait à ce point de fractionnement de la société française exprimé par les partis, c'est quand même impressionnant. Fabrice, parmi les options, un gouvernement technique, voire une reconduction tout simplement de Sébastien Lecornu, qui est évoqué aux grandes dames des macronistes, enfin d'une grande partie des macronistes eux-mêmes. Ce serait quoi le signal envoyé ? Moi, j'aurais beaucoup de mal à parier sur quoi que ce soit parce que c'est vrai que tous les jours, ça change. Il y a des choses intéressantes qui se sont passées quand même cette semaine et on a l'impression qu'on recule un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses cette semaine où on a vu que tout d'un coup, il y avait potentiellement une discussion, un débat potentiel possible sur la réforme des retraites. Il y avait le Elisabeth retour... Borne avait... Elisabeth Borne qui dit on peut, alors que c'était un totem qu'elle ne voulait pas toucher. Donc c'était quand même aussi... Alors, c'est à la fois intéressant, mais c'est aussi... Et puis Gabriel Attal qui parle d'un nécessaire partage du pouvoir. Donc les lignes ont effectivement un peu bougé. Il y a des choses qui ont bougé. Il y a Gabriel Attal qui dit qu'il ne comprend plus le président. Il y a Édouard Philippe qui lâche le président. On avait l'impression qu'on se rapprochait de la gauche. Sébastien Lecornu avait l'air de dire qu'il y avait potentiellement des terrains d'accord avec la gauche, notamment sur les retraites, sur les taxations des plus riches, etc. Et là, aujourd'hui, de ce qu'on perçoit, parce qu'encore une fois, ce sont des perceptions qui changent tous les jours, de ce qui s'est passé à l'Élysée, c'est un peu retour en arrière. Il n'y a plus d'engagement vraiment sur la réforme des retraites. Il y a zéro discussion autour de la justice fiscale. Et donc, on se retrouve vers un scénario qui pourrait être en effet un Sébastien Lecornu bis, dont la seule mission, ou en tout cas la mission immédiate, serait de déposer le budget, parce que ça, c'est l'urgence. Alors qu'il avait dit qu'il avait fini sa mission. Voilà. Mais il avait dit aussi qu'il était un moine soldat, donc il pouvait parfaitement, il peut retourner. Mais encore une fois, moi, je partage l'avis de Ziad sur le fait qu'à l'international, plus personne ne comprend et surtout les gens s'inquiètent. L'Allemagne s'inquiète, l'Italie s'inquiète, tout le monde regarde. On est quand même à un moment où, il y a encore une semaine, il y avait des drones qui venaient envahir l'espace. Oui, c'est ça, il y a des urgences, tant sur le plan intérieur qu'à l'international. Aussi à l'intérieur. Et on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment personne dans l'avion, ou en tout cas que la personne qui est dans l'avion n'entend pas vraiment ce qui se passe et décide selon une formule magique que j'avoue que je ne connais pas. Et on a bien du mal à comprendre ce qui se passe vraiment. Alors là, on vient d'avoir cette information de l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui estime, je cite, donc cette personne de son entourage, un chemin est possible pour tisser des compromis et éviter la dissolution. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça, voilà. On en saura peut-être un peu plus. Oui, allez-y, Fabrice. Non, pardon, excusez-moi, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on revient sur ce socle commun qui est quand même explosé cette semaine. LR ne veut plus être au gouvernement, Gabriel Attal ne comprend plus Macron, Édouard Philippe veut qu'il s'en aille. Donc le socle commun sur lequel semble se référer Emmanuel Macron, je ne sais pas trop où il est. Et ça, c'est ce qui confond un peu... Quand on regarde un peu, quand on suit un peu la politique, les experts sont complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose un jour, le contraire le lendemain, parce qu'en fait, le scénario est tellement fou qu'on a du mal à suivre, on ne sait plus. Marie-Roger, plus personne ne semble comprendre. Emmanuel Macron, il est plus isolé que jamais. C'est sûr qu'on a beaucoup d'incertitudes, évidemment, depuis une semaine au moins. Mais une des choses au moins sur laquelle on a une certitude maintenant, c'est que tous les pronostics qui disaient que la dissolution allait être une catastrophe ont eu raison. Tout ça a été juste, parce qu'on n'imaginait même pas à quel point. Vous voyez, on est là encore maintenant, par trois fois, Macron a choisi comme Premier ministre des représentants de partis qui ont été sanctionnés par les urnes. Et même maintenant... on a cru à un moment qu'il s'est dit, bon, au point où on en est, essayons de respecter un peu l'opinion des Français qui est sortie des urnes, voyons un peu à gauche, etc. Et là, on a l'impression qu'on s'en recule. Mais même ça, même si, quel que soit le cas, ce qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas comment ils peuvent faire une majorité. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas progressé. On est toujours dans des scénarios de fractures, de fractionnement, etc. Et quel que soit le cas, le cinéma va continuer, le théâtre, le carrousel va continuer encore pour un tour. Et quid du budget ? Avec cette date butoir de lundi prochain, présentation du budget en Conseil des ministres. L'année dernière, déjà, on a fait passer une loi pour dire c'est pas grave, budget d'avant. On reste sur le budget d'avant. Ça, je pense que c'est... Il y a deux choses sur le budget. Il y a la discussion technique constitutionnelle du vote, etc. Mais comme je vous dis, on peut prendre une loi, article 1, le budget est reconduit dans les termes précédents et c'est fini.
Ce qui est intéressant dans la bataille budgétaire, c'est les choix politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis quand même assez sidéré. Bon, je sais que je suis un peu minoritaire sur ce sujet, mais je veux dire, la réforme des retraites, en 3 minutes de dire elle n'existe plus, je trouve ça dingue. Je veux dire, on parle de plusieurs centaines de millions demain et plusieurs milliards après-demain, et le prochain gouvernement qui sera là sera confronté à la question des retraites de nouveau. Donc, de dire aujourd'hui, on la passe comme une balle de rugby derrière, on voit ce qui se passe. Donc, la taxation, on a quand même droit à des débats, on a l'impression d'être à Sciences Po, entre des étudiants qui sont sur des bancs et qui s'invectivent, avec un qui dit « mais ouais, il faut taxer les riches » et l'autre qui dit « mais non, si on taxe les riches, ils vont tous partir ». Enfin, on est quand même descendu, je trouve, à des niveaux de débat qui sont un petit peu inquiétants. La fiscalité, c'est quelque chose qui se travaille. Et je comprends le Cornu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été écouté, quand il dit que le Parlement doit faire son travail. C'est-à-dire que ce n'est pas des sujets qu'on arbitre avant l'Assemblée. C'est des sujets qui doivent être arbitrés par les parlementaires, avec un débat national, avec une discussion, avec les médias, avec la société civile, etc. Et il y aura une loi ou une correction ou un correctif budgétaire. Mais que tout ça, ça soit posé avant une quelconque nomination, c'est quand même compliqué. Marie-Roger. Non, je crois que le débat type Sciences Po est quand même encore nécessaire, parce que ce on peut dire maintenant, après 5-6 ans de Macron, 7 ans, combien, c'est que ce parti, le parti pris de dissoudre carrément, de détruire le système des partis politiques n'est pas un succès. Et qu'on ne peut pas continuer à croire qu'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Et ça ressort très, très fortement. Il y a une gauche, et on connaît les revendications de gauche et les revendications de droite. Mais ce que ce gouvernement a fait, c'est de diaboliser la gauche. Et c'est devenu... c'est une des raisons pour lesquelles il y a une impasse. On ne peut plus en sortir. On a décidé d'emblée qu'on va exclure une partie de l'Assemblée et qu'elle ne peut pas arriver aux affaires. Et que, voilà, c'est en même temps. Il n'y a plus à gauche, il n'y a plus à droite. Mais on est rattrapé par la réalité. Fabrice, Marine Le Pen n'a pas été conviée. J'allais en parler. Ah ben voilà, les grands esprits se rencontrent. Elle a fustigé, je la cite, à une réunion de marchands de tapis. Et pendant ce temps, elle était sur le terrain, au Mans. Elle fait déjà campagne. Si on dézoome à qui profite le crime, ça profite évidemment aux extrêmes et principalement à l'extrême droite. On a vu quelque chose d'assez nouveau aussi du côté du Rassemblement national, c'est cet appel du pied du côté de la droite pour arriver à former potentiellement une majorité. Donc on voit déjà qu'on est sur des enjeux qui sont bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui correspondent évidemment à la présidentielle 2027, potentiellement à une extrême droite aussi au pouvoir et au gouvernement, donc en cas de dissolution. Encore une fois, on nous dit a priori pas de dissolution. Je n'y mettrai pas ma main. En tout cas, la dissolution ferait le jeu du RN. Bien sûr. Et Marine Le Pen, elle joue exactement la carte qu'elle doit jouer, c'est qu'elle reste à l'écart. Elle dit regardez ce marchandage, c'est des marchands de tapis. Je refuse tout ça, je censure tout. Et nous sommes le seul parti responsable. Et donc là, c'est un peu ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on regarde la façon dont l'Europe est en train de se composer politiquement, on voit une montée des extrêmes, et notamment des extrêmes droites dans plusieurs pays européens. La France, d'une certaine manière, est confrontée au même péril et ça va arriver assez vite. Ziad, en tout cas, tout cela risque d'aggraver encore, disons, la désaffection des Français envers la classe politique. Je sais pas, je trouve qu'on est quand même un pays très politique. Même si le Cornu a fait bonne impression, visiblement, après son intervention de mercredi. Oui, on a vu qu'une intervention bien préparée, ça parle aux gens. On voit bien que les partis qu'on pensait contournés ont une existence idéologique, il y a une base, qu'il y a des gens. Je ne pense pas que le désintérêt des Français pour une classe politique actuelle, c'est possible. Le désintérêt des Français pour peut-être même la manière dont les médias fonctionnent, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la France, c'est un pays très, 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 très politique. Et peut-être que mon raccourci de tout à l'heure sur les débats Sciences Po, c'est aussi l'expression de positions très ancrées dans l'opinion sur tel et tel et tel sujet. Donc, je pense que ce qui manque, c'est... Ce qui manque aujourd'hui, c'est tant mieux dans la démocratie, c'est qu'on a un problème de représentation qui ne pourra se régler finalement que dans l'architecture de la Ve République par l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Et à ce moment-là, la machine va pouvoir se remettre en marche avec un cycle qui s'ouvrira, avec quelqu'un qui aura
comme le voulait notre général, l'onction du peuple. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que tout est coincé. Quand Le Cornu dit qu'il faudrait faire un gouvernement sans les candidats de 2017, c'est à la fois une évidence, mais enfin, je veux dire, ça peut pas fonctionner. Ils sont tous candidats pour 2017. S'ils ont l'ombre d'une chance, ils vont y aller. Donc, faut qu'on tienne jusqu'en 2017, qu'il y ait un président ou une présidente, suivez mon regard. Mais Fabrice, oui. on va juste tout de suite prendre la direction de l'Élysée, rejoindre notre envoyé spécial Clovis Casalier. Rebonsoir. Clovis, est-ce qu'on en sait plus à cette heure ? Bonsoir. Absolument, on n'a pas le nom du Premier ministre et on n'a pas confirmation de la part de l'Élysée que l'annonce interviendra avant 20h, mais on a eu des propos, une conversation avec l'entourage du président de la République pour faire le point côté Élysée sur cette rencontre. Et c'est intéressant, on constate ce soir la fin du socle commun. Bruno Retailleau l'a dit, il quitte le socle commun, mais préfère le terme de plateforme d'action. Comprenez, les Républicains sont prêts à travailler avec le camp centriste, mais sur un programme très clair, sans faire partie de ce socle commun. Et puis, le président de la République, Emmanuel Macron, a posé 3 questions aux partis présents autour de la table. Voulez-vous éviter une dissolution ? Deuxième question, êtes-vous prêt à travailler avec d'autres partis ? Et pour finir, êtes-vous prêt au compromis? Et ces 3 questions ont véritablement guidé les discussions ici au Palais de l'Élysée. Et ce qui est intéressant, c'est que selon l'entourage du président de la République, eh bien, le Parti socialiste a donné des gages. Ils sont prêts à travailler vers davantage de compromis. Si on interroge le Parti socialiste, on peut imaginer qu'ils diront oui, mais sur certaines propositions très claires de la gauche. En tout cas, on a donc la disparition du socle commun ce soir, et Emmanuel Macron a lancé aussi lors de ces discussions des idées pour débloquer la situation, car l'Élysée se rend très bien compte qu'elle est empêtrée, que le pays est empêtré dans une crise politique grave, sérieuse, et donc le président Macron a lancé des idées notamment sur le 49.3, sur la fiscalité et sur les retraites. Voilà ce que l'Élysée, l'entourage du président de la République, nous dit de ces rencontres qui ont eu lieu. Et donc, bien évidemment, on attend le nom du Premier ministre de la France, l'annonce qui devrait quand même intervenir ce soir. Et pour finir, il y a eu une question sur une allocution prochaine possible du président de la République, peut-être ce week-end. Eh bien, sur ce point, pas de confirmation de la part de l'Élysée. Merci beaucoup Clovis pour toutes ces dernières précisions depuis l'Élysée. Fabrice, je vous redonne la parole avant de passer au dessin avec CAC. Une réaction donc, sur ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est les nouveaux termes qui apparaissent et qui changent au fur et à mesure et qui, à mon avis, traduisent l'impuissance des politiques. On avait le socle commun, qui était un terme un peu bizarre, et maintenant on a une plateforme d'action. On n'est plus dans le socle commun, on est dans une plateforme d'action. Je crains que ça ne contribue pas. Reste un travail collectif. Et voilà, éclaircir la situation pour les Français, et je crains que ça ne fasse que renforcer le sentiment de panade générale. CAC, les dessins des dessinateurs de presse de cartooning sur cette folle semaine qui n'est pas encore finie. Oui, alors, j'avais l'embarras du choix, vous l'imaginez bien, ça tombait comme un gravelotte. Donc, je me suis dit que j'allais faire un exercice rigolo. J'allais plutôt vous donner comment on a été vu depuis l'étranger. Donc, prendre uniquement des dessins de consoeurs et de confrères étrangers. On va commencer avec la Belgique. Je n'ai pas eu besoin d'aller très loin. Donc là, vous êtes en Belgique avec ce dessin de Vado pour l'Écho. Le nouveau Bourvil, Sébastien Lecornu. Bon, on avait déjà entendu ce surnom. J'ai jamais trouvé le Yukun-kun. Bon, il aurait aussi pu dire, ah bah forcément, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Vous vous souvenez tous du film avec cette 2 chevaux, Emmanuel Macron, qui est carbonisé. Allons maintenant en Algérie. Vraiment, vous allez voir, ça vient de partout. Hein. Allons en Algérie avec ce dessin de Dilem, vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'on a tous vu, y compris nos amis étrangers? On a ensuite vu le président, après cette démission totalement inattendue, le président marchait seul le long de la Seine. Et donc là, le dilemme de Macron, eh bien, à ma droite, j'ai un mur, et à ma gauche, la Seine. Ben voilà. Vous voyez la métaphore, a priori, il peut aller dans aucune des 2 directions. Joli dilemme. Allons maintenant en Suisse. Ce dessin paru dans la Tribune de Genève de Herman, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'ont ressenti les Français? C'est comme ça que Herman le voit. Ça devient insupportable, on ne sait même plus à qui s'opposer. Ben oui, vous savez que les Français aiment bien s'opposer. Mais là, vers qui on se tourne? Ça devient compliqué cette affaire, c'est très démotivant.
Alors, qu'en pense Martin Wolterink, dessinateur des Pays-Bas? Lui, il nous rappelle ce qui a aussi plané toute la semaine pendant les discussions. On a par ailleurs un petit problème financier, parce que ce budget, c'est pas juste le problème du budget, c'est aussi le problème de la dette, et donc du déficit que ce budget engendrera, qui viendra gonfler notre dette, bientôt insupportable, selon plusieurs experts. Donc c'est comme ça que le voit Martin Wolterink. Vite, un nouveau Premier ministre, celui-là est brûlé, et vous voyez l'obstacle qui tombe derrière. Allons maintenant en Espagne, avec ce dessin d'Aden, j'ai presque fini, qui est paru dans Le Monde. Aden est une dessinatrice certes française, mais qui vit en Espagne. Le nouveau drapeau français. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous commenter. Tous ceux qui ont passé leur code de la route sont capables de comprendre ce dessin. C'est un peu la sensation qu'on a eue. Et on termine la semaine avec la vision qui nous vient d'Ukraine, Dubovski, qui est la vision de notre nouveau ou nouvelle Premier ministre lorsqu'il arrivera sur le perron de l'Élysée et qui croisera son prédécesseur. Une simple allumette brûlée. Ça brûle très vite, les allumettes. Merci, Kak, vous nous avez régalé. Et en attendant donc une éventuelle fumée blanche du côté de l'Élysée, on va évoquer à présent la situation au Proche-Orient. Après 2 ans de traumatisme et d'angoisse côté israélien, après 2 ans de guerre, de mort et de destruction côté palestinien, un accord a donc été trouvé cette semaine entre Israël et le Hamas sous l'égide de Donald Trump. Il prévoit la libération en une seule fois des 48 derniers otages, qu'ils soient vivants ou morts. La libération en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens. Le cessez-le-feu, lui, est entré en vigueur aujourd'hui. Soulagement indicible du côté des familles d'otages, même si la prudence reste de mise tant qu'ils ne sont pas libérés. Et côté palestinien, malgré les 66 000 morts et l'anéantissement de la bande de Gaza, l'heure est également aux scènes de liesse. Des milliers de personnes se sont dirigées aujourd'hui vers le nord de l'enclave à mesure que l'armée israélienne s'est redéployée et retirée de certains secteurs. On va écouter à ce sujet le président Trump, c'était hier soir. Hier soir, nous avons obtenu un accord historique au Moyen-Orient, que certains pensaient impossible. Nous avons stoppé la guerre à Gaza, et c'est la paix au Moyen-Orient. Une paix durable et j'espère une paix éternelle. La paix au Moyen-Orient, la libération de tous les otages, qui seront libérés, je l'espère, lundi ou mardi. C'est un processus compliqué. Je ne vais pas vous donner les détails ni l'endroit où ils sont. Mais cela avance et d'ici lundi ou mardi, ils seront libres. Je pense que ce sera un jour rempli de joie. Marie-Roger, je vous entendais réagir à cette déclaration de Donald Trump. Mais oui, je suis toujours surprise par le fait qu'on prenne tout ça au sérieux. Lorsqu'il dit la paix sera éternelle, on a fait la paix. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va se passer et on voit concrètement des Palestiniens retourner à Gaza. Mais à partir du moment où on sait que le gouvernement israélien continue à dire qu'il faut vaincre le Hamas, qu'actuellement il considère que ce n'est pas fait. On a tué tous les leaders. Le Hamas n'a plus aucun leader vivant. Et ils sont affaiblis complètement, ratatinés. Et continue à dire que c'est une cible, il faut veiller à ce qu'ils soient désarmés, que ceci et plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut rebondir n'importe quand. Si il a envie de recommencer les bombardements, il va dire que le Hamas est toujours là, on n'a pas fini, et on a bien vu qu'il a mené cette guerre contre tout bon sens, puisqu'on voyait bien, on avait beau lui dire, le Hamas, on ne peut pas, le Hamas, on a commencé à dire, c'est une idée, c'est des gens qui s'opposent à la colonisation, et ils sont peut-être des extrémistes, ils sont ce qu'ils veulent, mais à partir du moment, tant que cette situation Gaza est une prison assez ouverte, tant qu'on n'a pas un État palestinien, il y aura toujours des mouvements de résistance, on nous a seriné avec le Hamas pendant 2 ans. Et donc, le Hamas, on l'a vu disparaître. Et moi, quel est le danger que représente le Hamas? Mais il reste sur la table. Effectivement, les chantiers sont un prétexte d'intervenir à n'importe quel moment. Les chantiers sont colossaux désormais. Néanmoins, dans un premier temps, c'était des scènes de liesse de part et d'autre qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Je crois qu'on va essayer d'être de rester sur les faits. Il y a encore quelques semaines, ou même il y a une dizaine de jours, 15 jours, personne ne pensait qu'on aboutirait à un accord. Voilà. Cet accord, il est venu comment? Il est venu parce que, pas forcément Trump d'ailleurs, le plan Trump est un plan qui est venu de Grande-Bretagne et de Tony Blair en partie, mais aussi de plusieurs... Enfin, et néanmoins, ce qui a réussi... concours aussi d'autres États, le Qatar, la Turquie également. Exactement, tout le monde s'y est mis. Ce qui a changé la donne d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé en parallèle de l'ONU, où en fait, c'est les pays de la région qui se sont impliqués, où à la fois
fois, Trump a pris la mesure, peut-être à la suite, et c'est ce que dit la presse américaine en tout cas, des attaques d'Israël contre le Qatar, qu'à un moment il fallait arrêter. Ça a énervé passablement Donald Trump, donc ça a pu accélérer les choses. Exactement, il aurait accéléré les choses. Netanyahou a accepté de présenter ses excuses au Qatar, et il y a une dynamique qui s'est enclenchée, avec d'un côté les pays arabes, une partie des pays arabes qui étaient prêts à tordre le bras aussi au Hamas, Trump qui d'une certaine manière a tordu le bras à Netanyahou. Donc on en est aujourd'hui à... Voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a 4 points d'un plan qui est en 20 points qui sont en train de se mettre en place. Avec donc cette première phase et notamment ce retrait donc, de certaines zones par l'armée israélienne qui garde pour l'heure le contrôle de 53% du territoire. Le Hamas avait demandé, en fait, avant de libérer les otages, à ce que l'armée israélienne sorte complètement de Gaza. Ça a été négocié. Donc on va être prudent. Il y a encore beaucoup de choses à négocier. Le plus compliqué, ça va être ce qui va se passer après. Si déjà il y a un cessez-le-feu qui semble être mis en place, s'il y a une libération d'otages lundi ou mardi, pour les familles, pour tous ces pays, pour les deux côtés, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et après, oui, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui reste du Hamas aujourd'hui ? Je ne sais pas, je suis incapable de le dire. Il y a encore quelques leaders qui discutent et qui étaient au Qatar. Il y a toute la question du désarmement, la question de la gouvernance. Quelle administration va mettre ? Administration civile palestinienne supervisée par les autorités internationales. Il y a à côté, évidemment, la sécurité. La Turquie qui s'est dit prête, par exemple, à envoyer des troupes pour assurer la sécurité. Oui, c'est ça. Elle se dit prête à assumer toute mission à Gaza, enfin l'armée turque, précisément. Oui, qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? On peut penser que les pays, à la fois les pays arabes, mais la Turquie, qui était quand même au premier lieu aussi des discussions, est prêt à s'engager pour voir ou essayer d'arriver quelque part à une paix qui tienne. La vraie question, et là je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la vraie question, on sait bien dans cette région, c'est d'avoir une paix pérenne, d'avoir quelque chose qui correspond à quelque chose. Il y a un idéal palestinien, il y a les deux États palestiniens. Dans quelle équation on peut arriver à remettre cette idée au centre des discussions ? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes. Enfin, je pense qu'on peut quand même, pour l'instant, et je n'ai pas souvent pris la défense de Donald Trump, dire qu'il y a un plan qui semble en tout cas il a débloqué la situation. Voilà. Ziad, d'autant que ce plan de paix, on en parlait la semaine dernière, mais comporte beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, et il semble prévoir à terme la création d'un État palestinien auquel Benjamin Netanyahou reste foncièrement opposé. Il l'a répété il y a quelques jours. L'absence dans tout ça, c'est les Palestiniens. Voilà. C'est-à-dire tout ce plan, et comme vous l'avez dit, et comme tu l'as dit, c'est un ouf de soulagement triste. D'abord, on va pouvoir sortir ces otages. 2, on va pouvoir arrêter le martyre de cette population. 3, va s'ouvrir un chantier absolument titanesque, parce que je ne parle pas de politique, je ne parle pas de diplomatie. C'est-à-dire comment on va venir en aide vite, maintenant, tout de suite. Les quelques images qui circulent, qu'on a vues, qui tournent en boucle depuis des semaines, mais on va en avoir plus. Peut-être que les Israéliens vont finir par laisser rentrer la presse, on va voir. On va mesurer l'ampleur du désastre humain de Gaza. Et comment... Justement, là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui retournent. Oui, mais ils retournent vers des ruines. Vers quoi ? Vers des ruines. Donc il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de ville. Il y avait une interview absolument... très émouvante d'une dame qui disait « Je reconnais pas, je ne peux pas me retrouver dans ce genre de ruines. » Il n'y a même plus de rue, en fait. Je ne peux pas. Donc l'aspect humanitaire va peser très très vite parce que ça va être une exigence de coordination immédiate d'argent, de moyens, d'avions, de je ne sais pas quoi, etc. La deuxième chose, c'est que tout ça est lié à une personne qui est Donald Trump, qui met la pression sur tout le monde. Si demain... il s'intéresse à la Chine, ou si demain il s'intéresse à autre chose, peut-être que ça l'intéressera plus, et que de chaque côté, après moi je pense que le Hamas est très affaibli, d'abord militairement, dans Gaza, et surtout par le consensus des pays arabes et musulmans, qui ont dit on va trouver une solution sans eux, et qui ont joué le jeu, en particulier les Turcs, pour les faire basculer. Mais la question palestinienne reste entière. Qu'est-ce qu'on fait en Cisjordanie ? Qu'est-ce qu'on fait avec Gaza ? Comment l'idée de mettre Tony Blair est un fumage de joint, excusez-moi, de première catégorie occidentale. C'est de mettre un Britannique qui est jusqu'aux yeux dans la guerre en Irak. C'est le retour de... Non, mais il y a l'ancienneté. Il y a la guerre d'Irak où il est... non, mais puis même le symbole, quoi, le protecteur. Donc ça ne marchera pas. Le Conseil de la paix, ça ne marchera pas. Si on ne trouve pas le moyen de s'entendre avec
des pouvoirs à l'intérieur de Gaza, parce que Gaza est totalement disloqué. Il y a des bandes, il y a des gangs, il y a des trafiquants, il y a tout ce bazar. Donc il va falloir trouver des gens sur lesquels s'appuyer pour qu'ils soient légitimes, qu'ils ne se fassent pas flinguer demain matin. Donc tout ça, on a ouvert un process qui est extrêmement compliqué et qui dépasse les effets de manche des uns et des autres, même si, encore une fois, je suis bien obligé d'admettre, comme toi, que le retournement de cravate de Trump a été extrêmement utile. CAC, les dessins sur le Proche-Orient. Alors, à nouveau, on va reprendre la séquence telle que c'est produite. On va essayer de voir pas mal de dessinateurs, notamment de cette région du monde. On va commencer en Jordanie avec Emad Hajjaj pour Al-Arabi Al-Jadid, ce jeu de dessin de la table des négociations que j'ai trouvé très fort parce qu'il pose la question. Alors évidemment, graphiquement, il est dramatique puisque vous y voyez non seulement les gens affamés, mais aussi les corps. Mais aussi, il pose la question peut-être de l'importance du poids des populations sur ceux qui ont dû prendre les décisions. À la fois, évidemment, la population palestinienne qui souffre le martyre depuis 2 ans et aussi, évidemment, la population israélienne qui sans cesse manifeste depuis 2 ans pour le retour des otages, vivants ou morts. Et donc, ce dessin, pour moi, c'est peut-être signifier qu'à cause de cette puissance du cri des populations, finalement, il faut finir par se mettre à la table et signer un protocole d'accord. Autre dessin de Kishka, un dessinateur israélien. Au moment de l'annonce de l'accord, au tout début, vous vous souvenez, on ne savait pas trop comment allait réagir Netanyahou. Et donc, vous avez ouf, ouf, dit le petit Palestinien de Gaza, ouf, dit le militaire de Tsahal, ouf, dit Donald Trump, ouf, dit l'otage encore dans son tunnel, ouf, dit le Hamas qui, quelque part, va peut-être arrêter de se faire tirer dessus. Et shit, dit Netanyahou, qui lui n'avait peut-être pas vu les choses comme ça. Du coup, on peut se poser la question, effectivement, non seulement si le Hamas voudra vraiment aller jusqu'au bout de cette paix, mais si Netanyahou lui-même voudra aller au bout de cette paix, parce qu'on sait qu'il a certains objectifs divergents avec ce qui est écrit dans le plan dit Trump. Donc j'aime beaucoup ce dessin de Fahad Bahadi, que vous allez peut-être voir à l'écran juste après, où vous avez un Donald Trump et un Netanyahou. Je ne sais pas si vous l'avez, on l'a, voilà, qui se tiennent la main et regardez bien les jambes. Il y en a un qui écrit les phrases et l'autre qui a des gommes à la place des jambes. Bonne question. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à l'actualité française en vous amenant, je viens vous voir ce soir, un de mes dessins. Et donc, comme ce plan, c'est quand même le plan de Donald Trump, il faut bien lui rendre au moins cet hommage-là. Vous avez la façon dont la France lui a rendu hommage cette semaine. Entre ici, Donald Trump. Évidemment, un clin d'œil à l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, bien entendu, mais aussi cette semaine, l'entrée au Panthéon de M. Badinter. Et on termine avec un dessin, rendons à César ce qui est à César, qui vient des États-Unis, de Koterba. En l'échange de cette petite gloire du moment, Donald Trump espérait avoir le Nobel de la paix. Et donc, il s'était préparé à accueillir l'oiseau de la paix. J'aime beaucoup cette petite métaphore. Malheureusement, le nid semble rester vide. Et la Maison-Blanche a fait part de son désarroi. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Merci, CAC. Et dernier thème d'une semaine dans le monde. Ce soir, le lancement officiel de la campagne pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président sortant, Alassane Ouattara, est donc candidat à un 4e mandat. Il reste le grand favori de ce scrutin qui semble jouer d'avance, n'ayant face à lui que des opposants qui ne semblent pas pouvoir lui faire de l'ombre. Les voici, Simone et Yvette, ancienne épouse de Laurent Gbagbo, candidat du mouvement des générations capables. Jean-Louis Billon, candidat du mouvement citoyen Congrès démocratique. Henriette Lagou, ancienne ministre de Laurent Gbagbo et candidate du groupement des partenaires politiques pour la paix. Et enfin, Awa Donmelo, candidat indépendant. Les candidatures donc des 2 principaux opposants à Alassane Ouattara, l'ancien président Gbagbo et l'ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, ont été rejetées il y a 1 mois. Et depuis, les arrestations d'ailleurs se multiplient au sein de l'opposition. Ziad. Scrutin donc qui semble jouer d'avance. Quelle capacité des autres candidats à s'unir pour éviter un émiettement des voix? Est-ce que c'est possible, ça? Alors, il y a 2 discussions. Il y a la discussion politico-politique. J'allais dire, est-ce qu'ils vont s'entendre, pas s'entendre? À mon avis, ils ne vont pas s'entendre. Ils jouent chacun une carte. Et puis, tous ces opposants, en fait, ceux qui sont dans la course et ceux qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel pour des raisons, des textes de loi. Hein. Après, on peut dire qu'on utilise des textes, mais il y a des textes qui ont été appliqués dans les 2 cas. Tous ces gens sont dans une projection d'avenir. Donc, de dire que la campagne est jouée, c'est certain qu'Alassane Ouattara sort avec un grand bilan, il a le pouvoir, qu'il est président, etc. Mais il y aura campagne
parce que les enjeux sont aujourd'hui et demain. Et donc les gens se positionnent. Il y aura campagne parce que l'Afrique n'est pas aussi uniquement celle qu'on voit un peu figée comme ça, parce qu'il y a une opinion publique, parce qu'il y a des journaux, parce que maintenant il y a des télés, parce qu'il y a des débats, parce que tout le monde s'engueule, tout le monde a une opinion. Par exemple, Awad Donmelo, c'est le souverainisme mode légèrement russe. Il y a Simone Gbagbo qui insiste pour garder son nom. C'est pas un personnage anodin, c'est quelqu'un qui a été très contesté, qui a pesé lourd dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc il va y avoir un débat, dans la diaspora, il va y avoir un débat dans les universités, les gens vont s'interpeller. Donc il y a aussi un appel à la manifestation dès demain. Alors ça, c'est la partie plus politique. Je pense que le président et le pouvoir sont bien décidés à contrôler le processus pour qu'il n'y ait pas de dérapage et que c'est clair que les manifestations... Bon, je crois que la manifestation de samedi n'aura pas lieu, mais je ne suis pas sûr si ça va changer ou pas. C'est clair qu'il y a un encadrement de la rue qui est assez précis parce qu'il y a aussi des traumatismes en Côte d'Ivoire qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé dans le passé. Je pense qu'il y a une décision de ne pas avoir de dégâts ou de victimes. Mais le fond, encore une fois, de l'affaire, de dire qu'il n'y a pas de débat politique, il y aura un débat politique, on en parlera peut-être pour le Cameroun aussi, c'est pas des pays figés, c'est des pays dans lesquels il se passe des choses. Peut-être que ça ne se représente pas entièrement tout en haut, mais il se passe des choses. Marie-Roger, un petit mot peut-être sur la Côte d'Ivoire avant justement de passer au Cameroun. Oui, moi j'ai toujours très envie de comparer avec le Cameroun, parce que les deux élections se passent en même temps à peu près. Donc là aussi, les opposants les plus importants sont écartés de la course. Il y a quelques similitudes, c'est-à-dire, bon, comme disait, il y a des textes qui ont écarté... c'est politique, pas politique, mais il y a des gens qui ont été écartés. Mais il n'empêche qu'il y a eu l'émergence d'autres candidats, en particulier un autre candidat. Et puis, quand même, pour la situation générale, Alassane Ouattara se présente pour un 4e mandat et le dernier. Ça, c'est sûr, parce que c'est leur constitution. Là... Paul Biya, le 8e. Le 8e, et c'est pas forcément le dernier, parce que c'est d'abord 7 ans. Il aurait 100 ans à la fin de ce mandat. Et il en a 92. Et il pourrait théoriquement rempiler, parce qu'il n'y a pas de limitation. Et en plus, je dirais, la Côte d'Ivoire est sur une pente ascendante. Chacun reconnaît comment ce pays a réussi à se... Alassane Ouattara a relancé ce pays après la fameuse crise électorale, justement, qui pend au nez du Cameroun, si les choses se passent mal, et que après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire qui est le poids lourd de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tous les débats qu'il y a en Côte d'Ivoire, ça tourne plus autour de personne. Est-ce que tel peut se présenter ou pas? Mais ce n'est pas préjudiciable à la nation. C'est-à-dire que si Alassane est réélu... c'est pas une situation tragique pour la Côte d'Ivoire, ce qui est le cas au Cameroun, qui est un pays déjà en pleine déconfiture. Je veux dire, c'est de sa dégringolade, la paupérisation. On peut même faire la liste de tout ce qui ne va pas au Cameroun. 4 Camerounais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Absolument. Le chômage des jeunes, c'est 75%. L'économie est vraiment au fond du trou. C'est comme ça que parle de tous les points de vue. Et donc, là, c'est un pays qui a besoin, justement, d'un nouvel élan pour stopper un peu sa dégringolade. C'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans le contraste, c'est-à-dire que au Cameroun, il faut stopper la descente et rebondir. En Côte d'Ivoire, on a les problèmes d'un pays qui est en phase d'émergence. Donc, il y a la question de l'inclusivité sociale qui est devenue une vraie discussion. Et quand on voit l'émergence des générations Z, de cette jeunesse, parce que c'est 70% de ces pays, et donc il y a des universités, on en a construit 9, ils sont là, ils ont des idées, ils ont des opinions. Il faut qu'ils soient intégrés dans les process politiques et économiques. Et ça, c'est des vrais enjeux. La transformation de l'économie... pour ne pas être uniquement que de la matière première, mais de l'industrie, du savoir, tout ça, c'est des vrais enjeux qui seront malheureusement pas véritablement évoqués dans la campagne parce que ça va être très politique. Mais voilà de quoi on parle. C'est pour ça que de pas trop... je sais que c'est un peu cynique de dire, bon, OK, on va pas se préoccuper du paysage politique tel qu'il est aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans les sociétés, comment elles évoluent, comment elles bougent, et comment ces pays peuvent s'inscrire dans le long terme sur des schémas de développement durable, ce qui est vraiment la priorité des priorités, des emplois, du travail,
de la richesse. Et on va déjà passer au dessin, CAC, Oui. sur la Côte d'Ivoire. Alors, un petit peu moins, parce qu'on en a montré beaucoup sur les autres sujets, j'en ai que Déjà 3. là, Tous les 3 uniquement sur la Côte d'Ivoire. Ce premier dessin de Serraké et Zoré qui vous résume un petit peu la situation à ce stade. Ils ont voulu évaluer qui a le plus de chances de l'emporter. Bon, je pense que c'est plus la peine de présenter les personnages, même si les caricatures sont très réussies. Ouais. C'est un dessin paru, donc, qui vient de Côte d'Ivoire et qui est paru dans Biche, un magazine extrêmement populaire là-bas, qui fait travailler énormément de dessinateurs. Ce second dessin de Carlos, qui voit un petit peu l'ambiance au moment où il faut négocier qui va s'allier avec qui, alors qui, je crois, illustre une pratique assez courante. C'est quoi ça ? Demande le RHDP. Je joue dans les 2 camps. Celui qui me donne le plus d'argent, je marque son but. C'est une allusion au fait qu'on peut aussi peut-être parfois monnayer son soutien dans le cas d'élection. Dessin donc de Carlos, dessinateur ivoirien. Et je termine avec ce dessin que graphiquement je trouve très beau, qui nous vient de Main de Dieu, un très bon dessinateur du Burkina Faso, qui n'est pas très loin. Et qui lui aussi essaye de résumer la ligne de départ, mais vous voyez cette fois-ci avec d'autres articles. Tout le monde n'est pas équipé de la même monture, visiblement, pour prendre la ligne de départ. À vos marques près, dit M. Ouattara, et regardez les petits détails des montures et la qualité du dessin. À la fois, c'est très cartoon, c'est très mignon, tout en passant un message. Merci beaucoup, CAC, et merci à tous les dessinateurs de Cartooning for Peace pour ces contributions. Merci Fabrice, merci Marie-Roger. Premier ministre. Merci Ziad, et on attend toujours effectivement en documentaire. Non, ils ont dit que ça pouvait être finalement après 20h. En tout cas, on suivra ça bien évidemment sur France 24. Vous restez avec nous avant de se quitter. Petit rappel, une très grosse pensée pour les Français, Cécile Collère et Jacques Paris, toujours détenus en Iran depuis le 7 mai 2022. Nous ne les oublions pas et adressons nos pensées à leurs familles en espérant leur libération très prochaine. Voilà pour cette semaine dans le monde. Cette émission est à retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Point complet sur l'actualité internationale et surtout française dans quelques minutes.